Alors une introduction un petit peu banale, donc effectivement l'échographie c'est en plein développement en anesthésie-réanimation, on le sait tous et d'ailleurs ce congrès le confirme, hein, maintenant on fait de l'échographie pour un peu tout et donc l'avantage c'est qu'on a des échographes dans tous les services, dans tous les blocs opératoires, des échographes qui sont petits, qui sont très maniables et très performants, donc qui nous permettent d'explorer maintenant un peu tout ce qu'on veut. Alors l'estomac, pour revenir quand même un peu sur le sujet, c'est un organe qui a une mauvaise réputation échographique, entre guillemets, parce que il y a la poche à air gastrique, et on sait que l'air, ça entrave le passage des ultrasons. Et puis sa situation anatomique n'est pas très favorable, hein, puisqu'il est situé souvent derrière le côlon transverse, où il y a de l'air également. Il y a les côtes également qui peuvent gêner son exploration. Néanmoins, l'idée de s'intéresser à l'estomac en échographie, eh bien, c'est qu'on peut trouver des intérêts potentiels pour notre spécialité, notamment pour estimer le contenu gastrique ou encore pour vérifier le positionnement lors de la mise en place d'une sonde nasogastrique. Donc, on va s'intéresser à ces aspects. Plus particulièrement sur l'estimation du contenu gastrique. Hein, là, c'est la problématique effectivement de l'inhalation pulmonaire du contenu gastrique, qui, je vous rappelle, est une des principales causes de mortalité en anesthésie lors d'anesthésie générale en France. Et on sait que l'identification des patients à risque d'inhalation, elle est parfois évidente, mais elle est souvent difficile. Et dans la littérature, on retrouve souvent dans les séries beaucoup de patients qui ont inhalé et qui n'avaient pas spécialement de facteur de risque d'inhalation. Et donc l'objectif finalement de s'intéresser à l'exploration échographique de l'estomac dans ce contexte, c'est d'essayer de disposer d'un examen qui serait simple pour estimer le contenu gastrique et aider l'anesthésiste à déterminer un petit peu le risque d'inhalation chez son patient. Alors avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur la notion d'estomac plein, parce que classiquement, l'estomac plein, ce qui traîne un peu, c'est le volume, un contenu gastrique supérieur à 0,4 ml/kg, un pH inférieur à 2,5. Mais ces données reposent sur des données obtenues chez l'animal, plus ou moins publiées d'ailleurs, où en fait on injectait du liquide acide avec une acidité variable directement dans les bronches, et on s'est aperçu chez le singe qu'au-delà de 0,4 ml/kg, on avait des lésions pulmonaires significatives. Donc finalement, on considère quelque part que dire qu'un contenu gastrique supérieur à 0,4 ml/kg, c'est-à-dire 25 ml, c'est-à-dire 3 fois rien, est à l'origine de lésions pulmonaires et donc est un contenu à risque, revient à dire que l'intégralité de ce contenu, l'estomac, passe directement dans les bronches. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et il faut juste rappeler quand même que l'inhalation pulmonaire du contenu gastrique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça implique plusieurs événements. Il faut qu'il y ait effectivement un contenu gastrique, une élévation de la pression intragastrique, première étape. Il faut que ce contenu gastrique passe dans l'œsophage, donc que l'élévation de la pression intragastrique soit suffisante, supérieure à la pression du sphincter inférieur, ou qu'il y ait une baisse suffisante de la pression du sphincter inférieur. Puis ce contenu gastrique, il faut qu'il aille dans les bronches, donc il faut qu'il y ait une incompétence laryngée. Et enfin, il faut qu'il entraîne des lésions pulmonaires, donc il faut que son volume soit suffisant et qu'il ait des caractéristiques un peu agressives, on va dire. Donc soit parce qu'il y a des particules solides, soit parce qu'il y a un pH effectivement acide. Et donc finalement, l'échographie gastrique, pour situer un peu le sujet, elle va se limiter à la première étape de toute cette physiopathologie de l'inhalation. Donc c'est juste pour simplement rappeler qu'on ne va pas résumer toute la problématique de l'inhalation sur une simple échographie gastrique. Mais elle va quand même nous aider à estimer ce risque. Alors quand on parle d'échographie gastrique, en fait, on peut la faire à deux niveaux, cette échographie. On peut la faire au niveau antral ou au niveau du corps de l'estomac. Bon, c'est une distinction je présente ça parce que c'est une distinction qu'on va utiliser par la suite du diaporama, mais en pratique, évidemment, il est très facile de passer d'un à l'autre, il suffit d'orienter la sonde un tout petit peu différemment. Initialement, effectivement, les auteurs se sont intéressés à l'échographie du corps de l'estomac. Ça paraît évident, on va mettre un coup de sonde en sous-costal gauche et puis on va regarder ce qui se passe et on va pouvoir explorer directement le contenu gastrique. Alors, en fait, ça paraît assez simple, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Dans l'étude de Karp en 92, donc en 92 avec des appareils d'échographie de 92, donc qui sont un petit peu moins bons que ceux qu'on a aujourd'hui, ils avaient fait une étude où ils exploraient le contenu gastrique directement chez des volontaires et chez des parturientes. Et première notion à retenir, c'est que l'estomac était visible lorsqu'il était vide, mais uniquement après ingestion d'eau. Donc ce qui déjà limite un peu l'intérêt pour nous. Et puis chez les parturiantes, dans 40% des cas, donc il y avait une quarantaine de parturiantes, ils n'avaient pas réussi à explorer, à visualiser l'estomac. Plus récemment, donc Koenig en 2011, étude réalisée dans un autre contexte, en réanimation, chez des patients qui devaient avoir une intubation un petit peu en urgence. Et donc ils ont fait une exploration également sous-costal gauche, pour visualiser directement le contenu gastrique.
Et donc, parmi 80 patients, ils avaient pu identifier un contenu gastrique qui leur paraissait significatif, sur des critères simplement subjectifs. Hein. Ça paraît important, ça paraît pas important. Et pour 14 d'entre eux, donc, ils avaient décidé d'aspirer le contenu gastrique avant l'intubation. En fait, ils ont pu le faire que pour 13 d'entre eux. Ils ont ramené un volume entre 200 200 ml et 1 litre, donc des volumes quand même qui sont assez significatifs. Pour la petite histoire, le 14e patient, ils n'avaient pas aspiré parce que l'intubation était trop urgente et ce patient est inhalé. Voilà, bon. Après, cette étude manquait un petit peu d'autres données, mais en tout cas, elle apportait des résultats intéressants. Alors voilà, donc c'est juste iconographie de Karp en 92. Donc on voit c'est de l'échographie de 92, donc c'est pas des images aussi belles qu'on peut avoir aujourd'hui. Néanmoins, donc on repère très bien ici un contenu liquide au niveau de l'estomac. Ici, donc, comme vous l'avez reconnu, il y a un comprimé de vitamine donné chez une parturiente qu'on voit très bien donc, flotter au niveau du contenu gastrique. Et ici, un contenu solide, donc qui apparaît plus écogène. Donc Koenig en 2011, on a des images qui sont un peu plus jolies, on va dire. Donc on reconnaît ici un estomac qui semble vide, ici un contenu effectivement mélangeant un contenu liquide et solide. Donc on a un aspect plutôt peu écogène, hypoécogène, donc en haut, et puis au fond, donc reposent des liquides plus écogènes. Ici, pareil, un mélange liquide-solide. Ici, des petits points blancs qui correspondent à des bulles, certainement, donc, au niveau du liquide. Alors cette approche qualitative, elle est déjà intéressante en soi, elle nous permet souvent de débrouiller des situations. Et puis, donc, on peut également s'intéresser à une approche plus quantitative au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est l'étude de Fujigaki, c'est un peu les seuls qui ont eu cette idée-là, d'évaluer donc l'aire de section gastrique donc chez des patients volontaires, enfin chez des volontaires, et ils sont intéressés à l'étude de la vidange gastrique, donc en mesurant l'aire de la surface gastrique, donc par une coupe dans le temps. Donc, et ils montraient qu'en deçà d'un seuil de 8 cm², on pouvait en gros considérer que l'estomac était vide. Donc voilà ici des exemples donc, de coupes gastriques. Et ici, donc, on voit, après ingestion du repas test, effectivement, la diminution de la surface gastrique, témoignant donc, de la vidange gastrique. Et en dessous de 8 cm², ils concluaient que l'estomac était vide. Le problème de cette étude, c'est qu'il y avait 8 volontaires, donc c'est quand même pas beaucoup. Et il y avait une très grande variabilité interindividuelle. Donc on ne peut pas en conclure grand-chose. Et à ma connaissance, pas d'autres études sont vraiment intéressées à cet aspect-là au niveau du corps de l'estomac. Donc finalement, si on s'intéresse simplement au corps de l'estomac, qui est une première approche qui semble la plus logique, l'examen il apparaît quand même souvent un peu difficile, notamment lorsque l'estomac est vide, effectivement on peut avoir des difficultés à la visualisation. Alors Karp, il ne le voyait jamais. Aujourd'hui, avec un appareil d'écho très performant, on le voit quand même, souvent, mais bon, on est quand même souvent un peu gêné. La présence d'air également qui va nous gêner. Je ne parle même pas du fondus, donc voilà. Et puis donc la quantification est souvent un peu délicate, en tout cas il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, et finalement il n'y a pas beaucoup de techniques standardisées permettant de comparer un peu tout ça. Donc finalement, petit à petit, les gens on s'est intéressé à une autre exploration au niveau gastrique, c'est l'exploration antropylorique et antrale. Alors effectivement, l'antre correspond, je vous rappelle, à la partie distale de l'estomac. Et l'avantage de l'antre, c'est qu'il a une situation anatomique qui est relativement constante, et il est plus ou moins facilement visualisable à l'échographie. Parce qu'il est situé à distance de la pochère gastrique, il est à distance des côtes, et il est assez constant, donc on a des repères anatomiques assez précis. Donc c'est ce qui le rend intéressant. Alors initialement, les auteurs sont intéressés au volume antropylorique, donc consistant à faire des mesures de surface antrale à différents niveaux, donc au niveau de l'angle et puis à différents niveaux jusqu'au pylore. Puis après on faisait une mesure longitudinale et puis on faisait un calcul, une équation très compliquée pour trouver un volume antropylorique. Et la donnée intéressante, c'est que ce volume antropylorique est finalement assez bien corrélé au volume gastrique total. Alors c'est très compliqué et heureusement Bolandi on décrit donc en 86, voilà, qu'on pouvait se limiter finalement la mesure à une simple mesure de surface centrale pour étudier à l'origine la vidange gastrique. Donc cette surface centrale, je vais redétailler ensuite, hein, donc on fait une coupe simplement sagittale et puis donc on peut calculer une aire antrale et il a été montré récemment qu'il y avait une faible variabilité inter- et intra-observateur. Alors sur un plan très pratique, donc c'est une coupe sagittale, enfin, qui est réalisée au niveau épigastrique. Et donc là, c'est des données que j'ai récupérées, enfin des images de l'article de Kilios qui sont très bien faites, où on a effectivement des repères assez constants, et c'est ça qui est intéressant de cette méthode. Donc on repère le foie, le lobe gauche du foie, l'artère aorte, et puis donc
de manière plus ou moins constante, mais l'artère mésentérique supérieure ou la veine mésentérique supérieure également. Le pancréas qu'on voit plus ou moins de manière constante, mais on voit toujours le foie, l'aorte et en gros l'artère mésentérique supérieure. Et puis donc l'antre apparaît ainsi au milieu, avec une forme variable, bien sûr, selon son contenu. Alors l'image, des fois, est un petit peu déconcertante, on voit, car il ne faut pas oublier que l'estomac, il a une paroi avec plusieurs couches, et ces plusieurs couches, on va les visualiser à l'échographie. Et souvent, les gens qui n'ont pas trop l'habitude sont un peu étonnés d'avoir un gros anneau noir qui entoure l'estomac, on ne sait pas bien où faire la mesure. Donc la mesure, elle se fait de séreuse à séreuse, de manière conventionnelle, enfin c'est maintenant ce qui est admis en pratique. Et donc, effectivement, la séreuse, généralement, on ne la voit pas. C'est une fine membrane qui entoure la musculeuse, et la musculeuse, elle apparaît comme étant une grosse bande noire. Donc, c'est ça qu'on va surtout repérer. Et puis après, donc, on voit différentes couches, la sous-muqueuse, la musculo-muqueuse et la muqueuse, qui vont apparaître. Alors, lorsque l'appareil d'échographie est bon et que le patient est bien échogène, on peut également bien voir les replis de la paroi gastrique chez les différents patients. Alors, initialement, cette approche échographique gastrique avait été décrite pour la vidange gastrique. C'est-à-dire qu'on prenait des patients, enfin des volontaires ou des patients, on faisait une mesure de surface centrale, donc avec l'équation que j'ai donnée tout à l'heure, et puis ensuite on leur faisait ingérer un repas test, et puis on faisait des mesures sériées, observant la diminution de la surface centrale permettant donc de calculer la vidange gastrique. Et il a été bien montré que cette vidange gastrique déterminée par échographie est très fortement corrélée à la vidange gastrique déterminée par scintigraphie, qui est la méthode de référence pour cette technique. Ce qui nous a nous intéressé, ce qui est intéressant dans ces données finalement, quand on les observe bien, c'est qu'on voit que chez les patients à jeun, donc là il y a 100 ml, mais chez les patients à jeun, on a une très faible variabilité interindividuelle de la surface centrale. Alors qu'après ingestion d'un repas test ou de volumes de liquide différents, la surface centrale augmente avec une assez forte variabilité interindividuelle. Donc ces observations nous ont conduit, en tout cas nous, parce on va voir qu'il y a plusieurs approches, à essayer de se poser la question de pouvoir définir une valeur seuil permettant de discriminer finalement l'estomac d'un patient à jeun, donc entre guillemets un estomac vide, et d'un estomac qui serait d'un patient non à jeun, donc d'un estomac entre guillemets plein ou à risque. C'est toute la difficulté des questions. Donc on a effectivement réalisé des études chez des volontaires sains, puis confirmé en pratique clinique, donc chez des patients, chez 180 patients, et on a pu ainsi montrer que définir un seuil de 340 mm². Donc c'est des mesures qui étaient effectuées chez des patients en position demi-assise, et au seuil de 340 mm², on pouvait discriminer en gros un estomac plutôt vide d'un estomac plutôt à risque, en ayant défini l'estomac à risque donc comme un volume supérieur à 0,8 ml/kg et ou la présence de particules solides. Donc cette valeur seuil de 340 mm², elle a une performance intéressante. Donc on l'avait fixée effectivement pour avoir une performance intéressante avec une sensibilité de 91% et une valeur prédictive négative très élevée de 94%, permettant conférant cette valeur une valeur forte lorsqu'elle était négative. En gros, chez un patient qui a une aire antrale inférieure à 340 mm², on peut pratiquement affirmer qu'il y a un estomac qui est sans risque, ou en tout cas qui a un contenu gastrique très faible. Alors la mesure de l'aire antrale, on s'est également intéressé à la relation existante entre l'aire antrale et le volume gastrique. Donc là, on a mis en place des modèles mathématiques très compliqués, soit de régression logistique, soit des modèles linéaires. Et en fait, ce qu'il faut juste retenir pour ces modèles mathématiques, c'est bien, ils existent, c'est formidable. Je pense l'équipe de Perlas, qui est donc l'autre équipe qui travaille beaucoup sur le sujet, aime beaucoup ces modèles mathématiques. La petite critique quand même qu'il faut juste garder en tête, c'est que ces modèles mathématiques sont validés que pour des liquides clairs. Donc chez les patients qu'on a au bloc opératoire, notamment dans un contexte d'urgence, ils n'ont pas forcément ingéré soit du jus de pomme, soit de l'eau juste avant l'intervention. Donc c'est des modèles mathématiques qui, en pratique clinique, semblent peut-être un peu moins intéressants. Néanmoins, ils tendent à valider, à conforter donc l'idée que cette aire antrale est bien corrélée quand même au volume gastrique. Donc on ne fait pas n'importe quoi, entre guillemets. Alors bien sûr, on peut mesurer la surface centrale, c'est la première approche qu'on avait élaborée parce qu'on partait des études de vidange gastrique, mais évidemment, ça n'exclut pas de s'intéresser à l'aspect qualitatif donc de ce que l'on voit au niveau antral.
Donc l'aspect qualitatif est donc basé sur l'analyse du contenu antral, et l'avantage de cette approche qualitative, c'est qu'on sait que son apprentissage est très rapide, puisqu'il y a une étude qui est sortie en 2013, montrant qu'il fallait en gros une trentaine d'échographies pour savoir analyser rapidement, simplement sur l'aspect, s'il y avait du liquide ou pas de liquide. Alors, l'estomac, lorsqu'il est vide, il apparaît sous la forme un peu aplati, enfin l'antre apparaît sous une forme un peu aplatie. Vous voyez, on voit très bien ici la musculeuse noire, et puis au centre, un aspect un peu plus échogène correspondant aux muqueuses qui sont adhérentes, l'artère aorte, l'artère mésentérique supérieure, le foie. Donc on voit parfaitement l'image, entre guillemets, super classique de l'estomac vide avec une antre aplatie. Lorsqu'on fait ingérer des liquides à un patient, eh bien, il apparaît, donc l'antre va se distendre, et avec un contenu anéchogène, logique, puisqu'on a fait ingérer de l'eau à ce volontaire. Donc ici, un autre aspect assez typique, on voit encore bien la musculeuse et l'aspect un peu distendu de l'antre. Alors lorsqu'on fait ingérer un contenu solide, c'est là où ça se complique un petit peu, on peut avoir un aspect, lorsque la gestion est récente, donc il y a vraiment des éléments solides en abondance dans l'estomac, on retrouve un peu un aspect en verre dépoli, qui peut vraiment gêner complètement et qui empêche souvent la réalisation de la mesure de la surface centrale. Donc c'est un aspect avec un gros cône d'ombre et qui généralement va entraver la visualisation des structures situées en arrière. Alors que c'est un repas qui a été digéré donc avec un contenu qui s'est homogénéisé, un contenu gastrique épais certainement, mais un peu plus liquide, on va retrouver une mesure qui est réalisable avec un aspect plus homogène et qui n'entrave pas la visualisation des structures situées en arrière. Ici, donc, un mélange de liquide et de solide, donc ça ressemble un petit peu aux images qu'on avait dans l'estomac, c'est-à-dire qu'on retrouve un aspect anéchogène en haut et puis un aspect hyperéchogène au fond. Voilà. Ici, après l'ingestion de lait, donc on retrouve quelque part un peu une image identique à celle qu'on observe lorsqu'on a ingéré des solides quelques heures après, c'est-à-dire une image échogène, d'échogénicité moyenne et assez homogène. Alors Perlas est allé plus loin, elle a essayé plutôt de développer un score qualitatif pour nous aider à rapidement juger de l'état de vacuité gastrique. Alors ce score qualitatif classe les patients en 3 grades, 0, 1, 2, et cela est obtenu selon l'aspect de l'échographie en décubitus dorsal et en décubitus latéral droit. Alors je vais vous présenter les 3 grades ensuite, mais déjà, retenir que dans une autre étude, ils avaient montré que dans 75% des grades 2, en gros, on avait un contenu liquide supérieur à 100 ml. Donc certainement que ce score est intéressant lorsqu'il est positif. Un patient qui a un grade 2 avec un estomac, une antre très distendue, clairement, peut être considéré comme ayant un estomac à risque. Alors ce score de Perlas, en fait, il y a 3 grades, un grade 0, un grade 1, un grade 2. Dans le grade 0, en fait, le patient, qu'il soit en décubitus dorsal ou en latéral droit, on ne va pas observer de contenu liquide. Donc c'est ce qu'on voit ici, là il est en dorsal, en latéral droit, rien ne se passe. Donc ça c'est un grade 0. Le grade 1, donc, eh bien, on n'observe pas de contenu liquide en dorsal, par contre en latéral droit apparaît ici une anéchogénicité. Donc il y a du liquide qui se démasque. Donc ça c'est un grade 1. Et puis le grade 2 est beaucoup plus évident avec un contenu liquide qui apparaît en dorsal et donc logiquement qui va se majorer en décubitus latéral droit. Alors néanmoins l'approche qualitative, il faut quand même mettre un bémol, elle est parfois un petit peu délicate et elle n'est pas toujours aussi évidente que ça. Ici par exemple une image typique d'estomac vide en réalité. Alors on a une antre qui semble assez bien ronde, qui n'est pas aplatie. Et pourtant, c'est une image qu'on retrouve fréquemment sur des estomacs complètement vides. Donc parfois, on a un petit peu de mal à interpréter comme ça, à nu, une image. Pareil, ici, une image qui semble un peu distendue. Il y a quelques éléments un peu d'échogénicité. En fait, ce sont essentiellement des bulles d'air. Lorsqu'on fait la mesure antrale, on a une surface qui est très faible et donc il n'y avait effectivement aucun contenu gastrique chez ce patient. Donc cela pour alerter sur le fait que l'approche qualitative est parfois délicate et n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait faire montrer. Et les autres limites également de l'échographie antrale, de manière plus générale, dans la littérature, on trouve tous un taux de succès très élevé. Donc, que ce soit Perlas ou même nous, on a montré des taux de succès qui sont élevés.
Mais il faut quand même relativiser. L'installation en décubitus latéral droit, c'est très bien, ça marche très bien. Simplement, parfois, c'est impossible. Donc, soit parce que le patient n'est pas coopérant, hein, en pédiatrie, c'est pas toujours évident, ou chez des patients très âgés qui ont Alzheimer, pas très simple de le faire tourner à droite, soit parce que c'est simplement impossible. Le patient polytraumatisé, ben, on va peut-être pas le mettre sur la droite. Donc, on est parfois un peu limité par cette approche-là. Parfois, les mesures sont impossibles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un contenu gastrique solide très important, il y aura un côlon postérieur, ça va nous gêner dans les mesures. S'il y a une présence d'air également, donc là, l'air, l'intérêt d'installation du patient en décubitus latéral droit, c'est qu'on va chasser l'air vers la poche gastrique, et puis on va augmenter, donc le contenu va se basculer vers la droite, donc ça, ce sera plus sensible. Ou la position demi-assise également, qui fait remonter l'air un peu vers la poche gastrique. Et finalement, donc, bien se rappeler que le contexte clinique n'est pas tout à fait le contexte expérimental. Beaucoup d'études aujourd'hui sur ce sujet sont réalisées chez des volontaires. Et donc, en contexte clinique, c'est un petit peu différent. Et notamment, en chirurgie programmée et urgente, on fait actuellement une étude sur des chirurgies urgentes. On a un taux d'échec plus important que ce qu'on peut observer en chirurgie programmée, où les patients sont globalement tous à estomac vide, avec quelques-uns qui ont un peu d'eau. En chirurgie d'urgence, lorsqu'ils ont mangé la choucroute 3 heures avant, eh ben, l'échographie gastrique, elle est beaucoup plus difficile. Mais après, voilà, ce sera donc l'intérêt d'analyser le contexte, par contre. Donc finalement, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Aujourd'hui, en tout cas, en gros, si on a une surface centrale inférieure à 340 mm², on peut pratiquement affirmer que l'estomac est vide ou que le risque est très faible. Si on a un perlat supérieur à 2, on peut pratiquement affirmer qu'il y a un contenu gastrique suffisant pour estimer qu'il y a un risque élevé ou en tout cas significatif, même si on ne peut pas l'évaluer, bien évidemment. La place du perlat 0 et du perlat 1 reste à déterminer. À mon sens, en tout cas, elle n'est pas clairement définie. On ne sait pas bien où le mettre sur ce diagramme, la position, surtout le perlat 0 qui n'a pas été bien évalué. Et entre donc, ces deux bornes, on aura donc un risque croissant. Et ce risque croissant eh bien, va nous faire nécessiter de notre part d'analyser l'aspect du contenu. Donc l'aspect qualitatif est très important. C'est sûr que si on a une surface centrale à 450 et avec un contenu solide évident qui est brassé et mélangé, donc il semble bien évident qu'on a un contenu significatif. La présence d'autres facteurs de risque clinique, la présence par exemple d'un patient qui a des reflux gastro-œsophagiens importants, donc doit nous faire alerter sur le risque. Et puis bien sûr le contexte. Le patient dont on sait qu'il a mangé une choucroute 2 heures avant, globalement, on peut imaginer qu'il est estomac plein, donc l'échographie sera peut-être même pas très contributive dans ce cas-là. Et donc tous ces éléments, cette confrontation entre l'échographie et les données cliniques, nous permettront de définir une stratégie, nous aideront à définir une stratégie anesthésique la plus adaptée. Alors, je n'ai pas parlé un petit peu de la pédiatrie. Il y a quelques données également en pédiatrie. En pédiatrie, ce qui est bien, c'est que l'examen, il est facile. Les sondes passent facilement, les ondes, il n'y a pas de souci. Chez le nouveau-né, il a été montré également qu'il y avait une bonne corrélation entre l'air antral et le volume de lait ingéré. Et cette corrélation était améliorée si on installait le nouveau-né en décubitus latéral droit, ce qui permet de faire basculer l'essentiel du contenu alimentaire vers l'air antral. Pareil, chez les enfants plus grands, on a retrouvé également une meilleure corrélation en décubitus latéral droit. En pédiatrie, par contre, effectivement, l'approche qualitative est pour l'instant la plus pertinente, parce qu'effectivement, il est difficile de définir des valeurs seuil d'air antral entre un nourrisson de 3 mois et un enfant de 14 ans. Certainement que ces valeurs évoluent, donc on n'a pas beaucoup de données actuellement. Il y avait une étude simplement chez des enfants de moins de 6 mois, ils retrouvaient un seuil à 140, mais bon, c'était pas leur objectif principal, mais effectivement, on voyait qu'il y avait à peu près un seuil aux alentours de 150. Donc pour l'instant, l'approche qualitative effectivement est très pertinente. D'abord, elle est très simple chez l'enfant et elle ne dépend pas bien sûr de sa morphologie. Alors en obstétrique, donc autre situation bien à risque d'inhalation, l'échographie gastrique antrale est utilisée depuis longtemps, il y a les travaux de Wong dans les années 90. Et il a été montré récemment qu'on pouvait faire une évaluation qualitative chez la femme enceinte, qualitative, qui était bien reproductible. Une étude très récente s'est intéressée à l'échographie antrale pendant le travail, ce qui n'avait jamais été fait pour l'instant. Et ces auteurs montraient qu'il y avait très peu d'échecs, donc on voit facilement l'air antral chez la parturiente en travail. Et ils avaient décrit un seuil à 320 mm² pour discriminer l'estomac plein de l'estomac vide. On va reparler. Et puis donc surtout, ils sont intéressés à la vidange gastrique. Alors ce seuil de 320 mm², en fait, ils l'ont déterminé, d'abord c'était une hypothèse initiale, et puis ils ont pris les parturientes à jeun, et ensuite ils leur ont fait ingérer 250 ml d'eau, et donc ils ont observé qu'on passait de moins de 320 à plus de 320. Là, il y a certainement un travail à faire là-dessus, sur ce seuil, qui est un petit peu contestable. Quand on prend cette figure de l'étude de Wong, donc publiée en 2002, dans l'anesthésiologie,
eh bien, on voit ici donc, les variations de la surface centrale chez les parturientes à jeun, et ensuite après ingestion soit de 300 ml, soit de 50 ml d'eau. Donc 50 ml d'eau, c'est rien, hein, c'est un demi-verre, enfin c'est un demi-gobelet en gros. Donc c'est vraiment très peu. Et néanmoins, il y avait une augmentation significative de la surface centrale. Donc avoir pris un volume de 250 ml pour définir un seuil de 320 mm² est certainement pas l'option la plus pertinente, donc certainement qu'il y aura des travaux à faire là-dessus chez la parturiente. Voilà, donc il rapportait aussi de belles images avec ici une aire ventrale, le foie, et puis donc l'utérus qu'on peut retrouver, bien sûr, puisqu'il est là. Et effectivement, chez la parturiente, on peut imaginer que la surface centrale va être un peu modifiée ou que les valeurs seuil vont être modifiées par rapport au patient, à l'adulte, entre guillemets, sain, puisque l'utérus gravide va modifier les repères, etc. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude également, c'est que c'était des parturientes qui avaient une péridurale. Et ils ont fait une mesure à l'insertion de la péridurale, puis à dilatation complète. Et ils ont montré une diminution de la surface centrale, alors qui passait miraculeusement en moyenne au-dessus de 320 à en dessous de 320 mm², donc permettant de suggérer que la vidange gastrique chez la parturiente en travail n'est pas interrompue. Donc c'était quand même une donnée qui était intéressante. Donc en conclusion, l'échographie entrale est un examen qui est donc facile, qui est standardisé, c'est un gros avantage, qui est reproductible, on peut donc comparer un peu les données. L'analyse qualitative et quantitative ne sont pas opposées, mais bien sûr complémentaires pour nous aider, nous, à définir une stratégie anesthésique la plus adaptée. Il faudra évaluer l'impact sur les pratiques, donc en chirurgie urgente, maintenant, en chirurgie programmée également, notamment en chirurgie ambulatoire. Clairement, nous, on le fait, et en chirurgie ambulatoire, on a quand même pas mal de surprises sur des patients qui n'ont pas respecté le jeûne. Et en chirurgie programmée, on a aussi pas mal de surprises chez des patients qui ont respecté le jeûne et qui ont un estomac manifestement plein plus de 12 heures après le dernier repas. Bien sûr en obstétrique, et donc notamment pour l'autorisation d'alimentation pendant le travail, et puis en réanimation. Voilà, alors je ne sais pas si j'avais une petite partie sur le SNG, mais c'est très court, si j'ai 2 secondes. Ça vous convient ? Voilà. Donc, autre intérêt également de l'échographie gastrique, c'est pour le positionnement de la sonde nasogastrique. Donc là, ça va être assez rapide. Hein. Il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus, mais en gros, je vous rappelle, donc, la technique classique pour le positionnement de SNG, c'est l'aspiration du liquide, mesure du pH, ou alors on peut faire bien sûr la classique auscultation avec insufflation à la seringue. Donc classiquement, il est recommandé, entre guillemets, l'auscultation plus l'aspiration pour s'assurer qu'on a bien un contenu gastrique, enfin qu'on ramène bien du liquide gastrique, et puis donc le contrôle radiologique reste le gold standard pour vérifier que la sonde nasogastrique est bien en place. Alors, l'intérêt du repérage échographique pour le positionnement de la sonde nasogastrique a été évalué chez quelques cas cliniques en pédiatrie et en néonatologie, et puis chez l'adulte, donc on a des données qui sont intéressantes actuellement. Alors, il y a cette étude de Brun, donc, qui est sortie dans les affaires, voilà, donc qui faisait une exploration cette fois gastrique, hein, donc sous-costale gauche vers l'épigastre, et il montrait ici donc l'apparition hyperéchogène de la sonde nasogastrique, avec souvent un cône d'ombre dû à la présence d'air à l'intérieur de cette sonde. Alors la performance de l'échographie, donc ça c'est une étude de Vigneault en 2005, il montrait une sensibilité de 97% en réanimation, et pour 8 patients sur 35, il avait fallu sensibiliser la technique en injectant de l'eau dans la sonde nasogastrique. C'est-à-dire qu'on voyait pour la plupart une sonde nasogastrique, et pour certains, lorsqu'il y avait un doute, ils injectaient un peu d'eau. Donc l'apparition d'un volume d'eau à l'échographie confirmait le bon positionnement de la sonde nasogastrique. Et ces auteurs donc, se posaient la question de savoir si le contrôle radiologique devait vraiment être maintenu en réanimation ou si on ne pouvait pas simplement se limiter à l'échographie pour la plupart des patients. Dans l'étude de Brun, dans les affaires en 2012, réalisée dans un contexte d'urgence, c'est intéressant parce qu'ils ont, eux, chez 96 patients, ils sont intéressés, ils ont comparé un peu les différentes méthodes, test d'aspiration à la seringue avec insufflation d'air, test d'aspiration, et puis après donc, la combinaison des deux, et ensuite l'écho-repérage. Donc lorsqu'on voit que le test à la seringue avec insufflation d'air, c'est bien sensible, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est très peu spécifique. En gros, on entend toujours de l'air, bon, mais on n'est pas certain qu'en fait la sonde soit bien positionnée. Lorsqu'on combine ce test d'insufflation à la seringue plus l'aspiration du contenu, on augmente significativement quand même la spécificité. Donc c'est sûr que si on a un retour liquide gastrique, effectivement, on est plus certain d'avoir positionné correctement la sonde nasogastrique.
Ensuite, l'écho-repérage de la sonde nasogastrique dans le temps de la pause. Donc en fait, il y a un opérateur qui mettait l'échographie et l'autre qui insérait la sonde, enfin l'infirmière qui insérait la sonde. Là, on obtient une performance qui est quand même très intéressante, avec une très forte sensibilité et spécificité. Et puis pour quelques patients, cette technique avait été un échec. Et donc si on la combinait avec un bullage à la seringue, donc en échographie plus injection d'air dans la seringue, cette fois on obtenait des valeurs optimales de performance, bon, sachant que c'était obtenu chez 8 patients, et sachant que ça ne confirmait pas par contre le positionnement intragastrique ou intra-œsophagien ou de la sonde nasogastrique. Mais simplement on savait déjà qu'on était dans le bon tuyau, entre guillemets. Alors une étude aussi intéressante, bon là on va dériver un peu, mais en gros également on peut combiner aussi l'échographie cervicale, hein, donc à l'échographie gastrique pour repérer le passage de la sonde nasogastrique. Donc ça c'est une étude sortie donc en 2012 où vous voyez ici donc pareil en hyperéchogène la sonde nasogastrique qui apparaissait dans l'œsophage avec des valeurs de performance intéressantes. Donc en conclusion, la pose de sonde nasogastrique, certainement que l'échographie peut être utile également pour cette pose-là. C'est quand même très simple. Le coût, il n'y en a pas en réanimation. Il n'y a pas d'exposition, bien sûr, aux rayons X. Et donc, il faudra certainement définir par la suite un petit peu la place du contrôle radiologique, de l'échographie chez ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Lionel pour cette présentation très complète, extrêmement claire, qui nous ouvre encore des horizons. À chaque fois, on ouvre une porte supplémentaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sûrement, je pense. Alors, moi, juste avant de passer la main, est-ce que, sur un plan vraiment pratico-pratique, si j'ai bien compris, j'ai un patient qui arrive pour une chirurgie qui est en urgence. Est-ce que je le mets plutôt en décubitus latéral droit? Est-ce que je le mets en position demi-assise? Ça, c'est la première question. La deuxième question, concernant pour repérer l'antre. Est-ce qu'il faut faire un scanning, chercher vraiment sur une certaine distance pour voir l'endroit où on a le diamètre le plus large? Vraiment là, sur la pratique au quotidien, quoi. Donc, sur ce patient que je reçois aux urgences, clairement, je vais l'installer en... il sera généralement fait dans son lit plutôt en décubitus dorsal avec un proclive de 45 degrés. C'est une position qui est tout à fait bonne pour faire cette mesure. Donc moi, en pratique, je vais d'abord commencer la mesure comme ça. Alors pour la faire, la mesure, je vais me positionner sous l'axiphoïde et ensuite repérer l'aorte, le foie et à repérer ensuite l'antre qui va apparaître à ce niveau-là. Essayer d'avoir au moins ces trois repères-là, l'aorte, le foie, l'antre, dans le même plan. Donc il n'y a pas un endroit où on cherche l'antre qui est un peu plus... Alors après... juste, tu vois, parce qu'on a le dessin que tu nous as montré, oui, donc avec l'antre et puis après la grande courbure. Est-ce qu'il faut qu'on se mette là où ça commence? Est-ce que finalement on voit cette jonction qu'on voit sur les dessins ou finalement l'antre il est à peu près équivalent partout, quoi? Alors, des fois, on a des difficultés effectivement à repérer, donc on part un peu sur la gauche, on peut repérer très bien l'estomac et revenir ensuite sur repérer l'antre qui parfois est tout petit ou moins visualisable. L'intérêt de maintenir un peu ce plan, enfin c'est encore à discuter, mais entre le foie, l'aorte, etc., c'est d'avoir un plan à peu près fixe pour chaque patient. C'est sûr que l'antre a une position qui est relativement fixe. Donc l'idée c'est que si on se décale vers la gauche, on aura forcément une surface centrale plus importante parce que on se rapproche de l'estomac, de l'angle, et ensuite on sera au niveau gastrique. Pour ce qui est du décubitus latéral droit, clairement, effectivement dans les études de Perlas c'est intéressant, mais dans la pratique, il faut essayer, quoi. C'est pas si simple que ça de faire tourner les patients. La mesure n'est pas si simple que ça non plus. Pour ceux qui en font, les mettre à droite, elle dit que c'est très facile. Oui, chez des volontaires, c'est facile. Chez des patients, c'est plus difficile. Oui, une question? Paul? Du point pratique, quand tu fais ta mesure de surface, tu fais grand axe, petit axe. Moi, je fais plutôt de la planimétrie directe. Ça change quelque chose? Alors, ça ne change rien du tout. D'ailleurs, ils ont même publié là-dessus cette année. Ça ne change rien du tout. Et deuxième question, on va paraître des papiers avec de l'écho 3D qui te donne des volumes précis. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va un peu plus loin que la surface qui donnerait un volume, qui approximerait un volume. Effectivement, l'écho 3D, c'est certainement une piste qui pourrait être utilisée. Alors, j'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir dans les mains un échographe 3D. Je ne sais pas si tu en as déjà vu ou quoi. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de contraintes techniques et de coûts initialement, donc
Mais l'écho 3D, il y a quand même quelques données dans la littérature où ils ont fait de l'écho 3D, effectivement. Ça n'a pas l'air très simple, mais c'est des études qui sont tout petit peu, qui ont peut-être plus de 10 ans maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, avec des échographes 3D, on pourra arriver à avoir des données rapidement intéressantes. Donc c'est pas effectivement un peu comme pour la vessie, quoi. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir ou à définir un peu un algorithme? En gros, c'est urgent, je suis à 200 millilitres de surface. Est-ce que je peux ne pas faire une crush induction sur un patient en urgence? Ouais. Actuellement, j'ai la notion qu'il est mangé, par exemple, 4 heures avant. Enfin, tu vois, ou est-ce que c'est trop tôt pour faire ça? C'est un travail qu'on est en train de mettre un peu en place donc, chez l'adulte et en pédiatrie également. Un travail là où je travaille qui est mis en place également. Mais en pédiatrie, clairement, on trouvait 30% de changement de pratique. Donc 30% tout compris, c'est-à-dire j'annule ma crush ou je fais une crush. Dans les deux sens. Alors, bon, c'est des résultats très préliminaires, donc je ne vais pas trop développer, mais effectivement, il y aura un impact certainement sur nos pratiques qu'il faudra ensuite confirmer. Est-ce qu'il y a d'autres ou des remarques? J'avais la même question, c'est effectivement, est-ce qu'un jour on ne pourra pas nous reprocher, si on a un choc allergique à la cellocurine, de ne pas avoir fait des coups d'avant et de penser que l'estomac était plein alors qu'en réalité il était vide? Je n'ai pas vu qui posait la question, mais effectivement, voilà, la technique, bon, elle apparaît, il faut qu'après se l'approprier, que les gens se l'approprient dans les services. Effectivement, certainement que sur un estomac qui paraît complètement vide, faire une crush induction avec un choc à la cello, ça risquera peut-être à l'avenir de poser des questions. Pour l'instant, bon, il n'y a pas de recommandation très claire sur l'échographie. Ça se met en place, l'outil, il faut quand même le valider, il faut encore un peu travailler dessus, mais probablement qu'à l'avenir, effectivement, il sera difficile, au moins au bloc d'urgence, de se passer d'échographie, je pense. En tout cas, au bloc d'urgence, on est quand même, pour en faire très souvent, on est quand même très surpris de ce qu'on observe, de patients qui sont à jeun plusieurs heures, mais qui ont quand même un estomac très plein. Et c'est des résultats bien différents de ce qu'on observe en chirurgie programmée. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, encore une fois, félicitations pour vos travaux. Vraiment, c'était vraiment très très bien et ça a changé. Merci.